Rebonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez bien mangé. Chez vous aussi, j'espère que vous avez bien mangé. J'espère que c'était au moins aussi délicieux que nous, hein, n'est-ce pas? Ouais, on valide. Donc on est reparti pour cet après-midi d'e-commerce Connect où on continue les conférences ensemble pour en apprendre un peu plus sur l'univers du e-commerce. ChatGPT. Ah, voilà, on en entend pas mal parler, les IA bien sûr, et depuis un très long moment, mine de rien, depuis déjà pas mal de temps, c'est vrai qu'on essaye de trouver comment améliorer tous les process autour des catalogues. Hein. Quand on est e-commerçant, on a pas mal de produits à devoir traiter. Des fois, il y en a beaucoup qui rentrent, il y en a beaucoup qui sortent. Et on a déjà beaucoup avancé sur tous ces domaines, hein, grâce à des nombreuses solutions. Et aujourd'hui, une nouvelle s'offre à nous, c'est celle de ChatGPT. Et pour nous en parler, et de l'intelligence artificielle en général, bien sûr, pour nous en parler, on est en compagnie d'Algocat. Alors, on a Arnaud et Laurence qui sont ici sur le fauteuil. Et puis, on aura aussi Julien qui viendra nous parler. Voilà, donc Algocat. Je vous laisse prendre la main pour le reste des présentations. Merci, bonjour à tous. Donc, je suis Arnaud d'Algocat. On est donc là pour parler de qualité des catalogues et de l'utilisation de GPT avec un retour d'expérience sur un cas fonctionnel. Donc le déroulé de la présentation, c'est d'abord Laurence qui va commencer, qui va faire quelques petits rappels techniques en fait sur qu'est-ce que c'est GPT. Ensuite, je prendrai la parole pour vous faire le retour d'expérience sur un use case fonctionnel. Et enfin, Julien prendra quelques minutes pour présenter Algocat. Donc je passe la parole à Laurence. Merci et bonjour à tous. Donc oui, moi mon rôle en tant que directeur technique d'Algocat, déjà ça va être de faire un petit peu d'harmonisation de vocabulaire et de m'assurer qu'on parle un peu tous la même langue. On parle beaucoup d'IA générative et de chat GPT. Il faut savoir que tout ça, ça repose sur des théories d'intelligence artificielle qu'on appelle les Large Language Models, qui fonctionnent en fait de manière très très simple. Leur seul objectif, c'est on leur donne un prompt, une chaîne de texte en entrée, et leur but, c'est de prédire le prochain mot, mot à mot. Pour ça, ils vont s'appuyer sur un savoir accumulé, sur lequel ils ont appris, une base d'apprentissage. Et si on prend un exemple trivial pour illustrer le propos, s'ils ont appris sur une base d'apprentissage limitée au site claudefrançois.fr, et qu'on leur fournit comme prompt, comme chaîne d'entrée, le lundi au soleil, ils vont mécaniquement nous répondre le lundi au soleil, c'est une chose que l'on n'aura jamais en le faisant mot à mot les uns après les autres. C'est toi qui es là. Mais lorsqu'on augmente la taille de la base d'apprentissage, et c'est ce qui s'est passé ces dernières années, avec des puissances de calcul incroyables, des volumes de données immenses qui représentent l'ensemble du web, lorsqu'on augmente la taille de la base d'apprentissage et qu'on reprend ces large language models, qu'on les fait apprendre sur l'intégralité d'Internet, on découvre qu'en fait, ils ont des nouvelles capacités. Ces capacités qui s'apparentent presque à celles du raisonnement. Du coup, si on lui redonne le même prompt à ce large language models, une fois qu'il a appris l'entièreté du web, là, il va être capable d'être beaucoup plus verbeux et nous expliquer des choses beaucoup plus sophistiquées. Le lundi au soleil, c'est une expression française qui signifie littéralement les lundis au soleil. Il va nous parler évidemment de la chanson de Claude François, nous donner sa date de sortie et même tenter d'en faire une espèce d'interprétation. La base de GPT, celle qui est utilisée et la plus populaire aujourd'hui, elle est entraînée sur des données qui datent de 2021. La base de GPT ne connaît pas ce qui s'est passé dans le monde après 2021. 2020, 2021, j'ai entendu, je crois que c'est 2021. L'IA générative, c'est GPT, mais ce n'est pas seulement GPT. Il y a en fait une pléthore d'autres modèles qui existaient bien avant GPT, et certainement plein d'autres qui existeront maintenant après GPT. Et tous ces modèles, ils ont chacun leur particularité. Déjà, il y a la question de savoir qui les édite, qui les a fabriqués, qui a constitué leur base d'apprentissage. On retrouve évidemment les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, mais pas seulement, on retrouve aussi beaucoup de sociétés d'IA spécialisées, qui vont être des sociétés plus de niche, qui vont avoir des modèles qui vont être plutôt spécifiques et qui vont avoir leurs particularités. Chacun de ces modèles va avoir aussi ses questions commerciales. Est-ce qu'il est à usage gratuit ou payant? Est-ce qu'il est open ou fermé? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut soi-même l'utiliser, voire le modifier? Est-ce qu'il est rapide ou est-ce qu'il est lent?
Aujourd'hui, c'est un paysage qui bouge à toute vitesse et ce que l'écosystème complet s'accorde à dire, c'est qu'il y a des points de passage qu'on est en train de franchir et les prochains à venir vont être par exemple de savoir si on peut avoir des LLM, des Large Language Models, entraînés sur des données privées, peut-être sur vos données à vous. Est-ce qu'on va avoir des LLM qui seront plus légers, qui ne nécessiteront pas de grosses infrastructures serveurs, donc des LLM beaucoup moins coûteux à faire fonctionner. Aussi des LLM multimodales, qui permettront de fonctionner pas seulement avec du texte en entrée, mais qui pourraient prendre des images, voire un couple, texte plus image, pourquoi pas d'ailleurs texte plus image plus vidéo, et vous fournir une génération à partir de cet input. Et la grande question, c'est et comment est-ce qu'on met en œuvre tout ça dans des applications du quotidien? Comment est-ce que tout ça, ça s'intègre? Il y a un engouement phénoménal autour de ces technologies génératives. Vous en avez certainement tous entendu parler, et aujourd'hui, il n'y a pas une journée où on n'entend pas une nouvelle application, un nouveau modèle qui sort, des nouveaux usages, une révolution. Tout ça, ça prend clairement la forme d'une bulle, et comme toutes les bulles, on commence à avoir un peu d'expérience sur les bulles technologiques, il faut savoir s'en méfier. Nous, chez AlgoCat, on est clairement convaincus que oui, l'intelligence artificielle, et oui, l'intelligence artificielle générative, c'est un game changer, comme on dit, qui pourrait franchement révolutionner beaucoup, ou voire la plupart des industries, notamment celle du e-commerce. Par contre, on sait aussi d'expérience qu'il faut savoir garder la tête froide et réfléchir posément à quel cas d'usage et comment tout ça, ça va se mettre en œuvre, dans quel coût et dans quel contexte. Et ça, c'est la seule clé de succès pour que ces projets d'intelligence artificielle voient le jour jusqu'au bout en production. Il n'y a rien de magique dans l'IA. Vous êtes certainement posé la question, ChatGPT, oui, mais pourquoi faire? Vous avez certainement vu des exemples sur Internet. Aujourd'hui, ChatGPT, ça permet d'accéder à du savoir de base très simplement. Ça répond. Quand on lui pose une question, il y répond. Il permet aussi d'analyser des données. Par exemple, on va lui envoyer une série d'avis clients. Il va être capable d'en faire une espèce de synthèse. Il va être capable de synthétiser plus mécaniquement, de résumer. Vous lui donnez le contenu d'un gros PDF et vous lui demandez de le résumer en 2 paragraphes en sortant les instructions clés. Il va être capable de répondre à un email. C'est un petit peu plus compliqué à piloter, mais en fait, il est tout à fait capable de générer un texte cohérent que vous pourriez envisager d'envoyer en réponse à vos clients. En fait, il est capable de faire plein de trucs. Et aujourd'hui, nous, on va se concentrer, c'est ce que Arnaud va nous montrer, comment est-ce qu'on peut lui faire générer du contenu, et notamment une description produit. Arnaud. Merci. Déjà, est-ce que quelqu'un a déjà fait des tests de génération de description produit avec GPT ou pas? Ouais. Ok. Et du coup, si on... Ouais. Ok. Vous avez eu des conclusions particulières suite au test que vous avez fait ou... Voilà. Bon, on va peut-être arriver à la même conclusion. Il faut réfléchir. Ouais. Oui, sur la question doit avoir une certaine intelligence. C'est ce qu'on va peut-être montrer. Voilà, je ne vais pas trop dévoiler la suite. On va avoir un fil conducteur, en fait. On va réaliser plusieurs tests allant du, quelque part, le pire au meilleur résultat possible. Le fil conducteur, ça va être un réfrigérateur. Donc c'est une fiche produit qui existe sur Internet, sur un site de vente en ligne. C'est un réfrigérateur qui n'a pas de grandes particularités. Les petites particularités qu'il a par rapport à d'autres réfrigérateurs, c'est qu'il est un peu moins large. Il fait 54 cm de large, alors qu'en général, c'est plutôt 60. Donc ça peut être intéressant. Et pour sa taille, il a une grande capacité, notamment la partie congélateur. Et après, comme la plupart des produits maintenant, il y a des fonctionnalités brevetées avec des noms qui dépendent de chaque marque. Donc là, on a AdaptiLift, AdaptiFresh et Space Saver Door. On verra si GPT arrive à nous expliquer ce que c'est. Un point important sur la fiche produit, donc c'est une fiche produit pour laquelle il n'y a justement pas de description produit qui a été rédigée. Donc en fait, on a les photos, les caractéristiques, et en fait, la description, c'est simplement un copier-coller des caractéristiques fournies par le constructeur. Donc le premier test qu'on va faire, alors ça peut sembler bête, mais on va montrer que si on envoie un prompt erroné, GPT ne sait pas le corriger. Donc là, on imagine que le réfrigérateur a été mal rangé dans le catalogue produit, il est dans les congélateurs. Et donc le prompt qu'on génère et qu'on envoie à GPT, on lui demande de décrire le congélateur Sharp et donc la référence du réfrigérateur.
bah, il n'a pas du tout l'intelligence de se dire le Sharp SJ, etc., c'est un réfrigérateur. Non, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va puiser dans sa base de connaissances et il va même inventer du coup des caractéristiques qui viennent d'un congélateur. Donc là, on voit qu'il invente une capacité de stockage de 467 litres, ce qui n'est pas du tout le cas. Un système de refroidissement Twin Cooling Plus, une classe d'efficacité énergétique A++ alors qu'il est F. Donc voilà, bon, premier test qui paraît peut-être évident, mais ça vaut le coup de le dire. Si le prompt qu'on envoie est erroné, GPT n'a pas l'intelligence de le corriger. Admettons maintenant qu'on a corrigé le problème, donc on lui demande de générer une description pour le réfrigérateur avec la même référence. Donc là, au moins, il ne répète pas l'erreur de dire que c'est un congélateur et ne va pas puiser en fait, dans sa base de connaissances des caractéristiques de congélateur. Cela dit, il fait encore beaucoup d'erreurs. Donc là, on voit qu'il invente encore des caractéristiques, double porte, poignée courbée, alors que c'est un réfrigérateur sans poignée, distributeur d'eau et de glaçons, alors qu'il n'y en a pas. Pourquoi il fait ça? C'est parce qu'en fait, c'est un produit qu'il ne connaît pas particulièrement dans sa base d'apprentissage, mais on lui demande de générer du texte, donc bah, il en génère. Donc il va en fait inventer des choses pour répondre à notre demande. On va faire maintenant un troisième test. On pourrait se dire, bah voilà, comme on a de toute façon déjà une fiche produit existante qui contient toutes les caractéristiques, bah, je vais plutôt lui donner l'URL de la fiche produit et lui demander de générer un texte qui décrit le produit. Donc là, ça s'améliore un petit peu. Cela dit, il reste encore pas mal d'erreurs et d'hallucinations. Alors juste, on n'a pas parlé d'hallucinations avant. L'hallucination, c'est justement la tendance que peut avoir GPT à inventer des choses à partir de sa base d'apprentissage, notamment quand la question n'est pas assez précise. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc il dit que la partie congélateur fait 58 litres, ce qui est faux. Système de porte-à-porte, distributeur de glaçons et d'eau fraîche encore, il y tient vraiment apparemment. Et puis surtout des imprécisions, nombreux rangements, grande fonctionnalité, ça ne veut pas dire grand-chose pour le consommateur. Donc on a une fiche produit qui s'est un petit peu améliorée, mais on est encore loin du compte. Maintenant, test suivant, on va lui envoyer en fait la liste de toutes les caractéristiques qu'on a. Donc on les a eues du fabricant, donc on peut lui donner. On lui demande de rédiger un descriptif produit pour ce réfrigérateur avec la liste de toutes les caractéristiques à plat. Voilà le résultat qu'on obtient. Donc en termes de pertinence de l'information, ça s'améliore encore un peu. Il n'a pas inventé de caractéristiques. Par contre, on a deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'en fait, on se rend compte que GPT ne sait pas interpréter certaines caractéristiques, notamment techniques. Donc, par exemple, la classe d'énergie F, il nous dit que le réfrigérateur consomme peu d'énergie parce qu'il est F. Ben non, en fait, F, c'est pas génial. Ça pourrait être un C, un D ou un E. Et donc voilà, donc là c'est un point important, c'est que GPT n'a pas non plus l'intelligence de savoir interpréter certains attributs techniques. Et aussi, il choisit lui-même de mettre en avant certaines caractéristiques. Donc en l'occurrence, il parle des roulettes arrière pour faciliter le déplacement, du bac à glaçons pour le congélateur. Je ne pense pas que ce soit les critères déterminants pour choisir un réfrigérateur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on ne dit pas à GPT quelles sont les caractéristiques qui sont importantes pour le consommateur, et ben lui, il va en choisir une, deux, trois au hasard ou en fonction de sa base d'apprentissage. Et donc, la description produit qui va être produite va peut-être être correcte, mais en fait, elle ne va pas être forcément intéressante pour le consommateur. Maintenant, on va essayer d'envoyer un prompt un peu plus évolué. Donc, en voyant qu'il faut un peu l'aider sur quelles sont les caractéristiques importantes, on va lui dire de rédiger un descriptif produit en lui précisant quelles sont les caractéristiques qu'on souhaite qu'il mette en avant, celles dont on ne veut pas qu'il parle, et en plus, dans celles dont on souhaite qu'il parle, on va le guider aussi sur celles qui sont intéressantes, qui distinguent en fait le réfrigérateur par rapport à d'autres modèles. Donc là, en l'occurrence, il y a deux choses qu'on met en avant. C'est un, le réfrigérateur est compact, et deux, il a une grande capacité. Donc voyons maintenant le résultat. Donc là, on atteint un résultat qui est vraiment pas mal. Il n'y a plus d'hallucination, il n'y a pas d'erreur d'interprétation. Et surtout, il a mis en avant des choses qui sont intéressantes pour le consommateur. On voit qu'il a mis dans le premier paragraphe que ce réfrigérateur est plus compact que la moyenne.
Il a aussi, j'avais mis dans les caractéristiques en fait, à mettre en avant la couleur et la finition qui sont classiques, c'est de l'inox, c'est passe-partout. Donc ça, il le dit, look élégant, intemporel, ça peut s'intégrer dans n'importe quelle cuisine. Il parle de la grande capacité. Et aussi, autre chose intéressante, si on revient en arrière, je lui ai demandé aussi, dans les caractéristiques, on a mis les fonctionnalités techniques avec des termes un peu barbares qui sont fournis par Sharp, et il les explique. Donc il nous explique ce que c'est AdaptiLift, il nous explique ce que c'est AdaptiFresh et Space Saver Door. Donc là, on a vraiment un résultat qui est plutôt pas mal, qui est quasiment prêt à être mis en ligne. Après, on peut encore essayer d'aller plus loin. La description est encore un peu courte et on peut essayer de cibler un peu la fiche produit idéale avec les caractéristiques clés, les points forts différenciants du produit et aussi demander quelques informations sur la marque sur Sharp. Donc c'est ce qu'on fait dans le test suivant. Donc en fait, là, on lui demande clairement de rédiger 3 sections. Une première section où on va lui demander de mettre les caractéristiques importantes, donc celles qui vont être prises en compte en général par le consommateur. Une deuxième section plus longue avec les caractéristiques sur lesquelles on souhaite qu'il développe la valeur ajoutée pour le client. Donc notamment l'aspect compact, la grande capacité, à nouveau les fonctionnalités spéciales, et une troisième section sur la marque. Voilà le texte qu'on obtient. Donc là, on a bien les 3 sections qu'on a demandées, avec du coup les caractéristiques clés, l'intérêt pour le client et les points forts de la marque. Donc là, on a vraiment réussi à obtenir une fiche produit à l'état de l'art qui aurait pu être potentiellement rédigée par un humain. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure de ces différents tests? En fait, si on interroge GPT de manière trop simple, si on n'a pas une question assez précise, il va inventer, clairement. C'est-à-dire qu'en fait, il va puiser dans sa base d'apprentissage et il va faire beaucoup d'hallucinations. Donc, il va inventer des caractéristiques, commettre des erreurs par rapport à la base d'apprentissage qu'il a. Et aussi, même s'il n'y a pas d'erreur, il ne sait pas forcément quelles sont les caractéristiques qui sont intéressantes pour un consommateur. On doit vraiment le guider et lui dire, pour tel produit, quelles sont les caractéristiques qui sont intéressantes et à prendre en compte. Du coup, conséquence de ça, il faut poser une question précise. Donc la question précise, c'est quoi? Déjà, connaître finement la nature du produit. On a vu que si on dit que c'est un congélateur, il ne va pas s'en sortir. Donc il faut que les produits déjà soient bien et finement rangés. Il faut un prompt, donc une question qui est envoyée à GPT qui soit adaptée pour chaque type de produit. Vous comprenez bien qu'on ne va pas poser la même question à GPT pour un congélateur, pour un réfrigérateur, pour un téléviseur ou pour un vêtement. Et notamment, pourquoi? Parce qu'il faut lister dans la question, lui dire quelles sont les caractéristiques importantes, celles qui doivent être mises en avant. Et il y a un point dont je n'ai pas parlé pour ne pas alourdir non plus les tests qu'on vous présente, les bons paramètres. Quand on appelle GPT, il y a de nombreux paramètres à utiliser. Donc il y a le modèle, la température, la tonalité, le public cible, la langue, la taille. Il y en a 2 qu'on peut expliquer là maintenant. C'est la température. Donc la température, c'est justement la propension que va avoir GPT à puiser dans sa base de connaissances pour générer du texte. Donc en fait, plus la question est précise, plus on peut se permettre d'avoir une température basse et plus la réponse sera de qualité dans le sens où il ne va pas inventer des choses. Si on a une température trop élevée, en général on le fait parce que la question n'est pas assez précise et du coup il faut accepter que GPT va certainement commettre des erreurs et halluciner. On peut aussi lui demander de rédiger un texte qui soit adapté au public cible. Par exemple un public plus technophile, plus âgé, plus jeune. Ou bien même changer la tonalité du texte, selon que ce soit un produit très haut de gamme, un produit plus classique. On peut lui demander tout ça. Et enfin, dernière conclusion, vous l'avez compris, c'est que si on veut pouvoir poser des questions précises et notamment dire quelles sont les caractéristiques qui sont importantes, il faut que le catalogue produit le permette. Donc il faut en fait que dans la PIM, les informations produits soient bien structurées et notamment que les caractéristiques soient normalisées et comparables. Puisque si on souhaite pouvoir dire que tel réfrigérateur est plus compact qu'un autre, il faut bien qu'on puisse comparer notamment les dimensions. Et enfin, comme on ne peut pas forcément traiter tout le catalogue d'un coup, il faut choisir où porter l'effort. Donc là, il y a plusieurs critères qui peuvent être pris en compte. Déjà, le type du produit.
L'effort éditorial, donc il y a de plus en plus d'e-commerçants qui raisonnent par effort éditorial sur leur fiche produit. C'est un critère qui peut être important, notamment aussi pour fixer le niveau de qualité qu'on atteint sur la génération avec GPT. Évidemment, tout l'aspect chiffre d'affaires potentiel, concurrentiel et notamment SEO, puisque un des intérêts de générer des textes à l'état de l'art, comme on l'a vu avant, c'est aussi d'améliorer le SEO et le référencement naturel. Et enfin, le volume de produits, c'est sûr que pour un type de produit qui contient 5 ou 6 références, la mise en place de GPT ne va pas forcément être super intéressante. Il faut qu'il y ait quand même un peu de volume. Et du coup, petit slide de transition avant de passer la main à Julien sur notre méthode pour dompter GPT. Donc déjà, la première étape, on l'a vu, c'est d'avoir un catalogue de qualité, donc il faut identifier les manques. Donc être capable d'auditer le catalogue, de voir notamment sur un type de produit, quelles sont les caractéristiques qui manquent pour pouvoir générer le bon prompt pour appeler GPT. Ensuite, du coup, une fois qu'on a identifié ces manques, améliorer le catalogue avec des traitements divers et variés qui peuvent notamment inclure de l'IA. Enfin, appeler GPT, donc ça je pense qu'on en a assez parlé. Et contrôler le résultat, ça c'est un point important aussi, il faut contrôler le résultat, c'est-à-dire au moins par sondage, régulièrement, voir ce que GPT génère, parce qu'il peut quand même toujours y avoir des erreurs. Voilà, je passe la main à Julien. Merci Arnaud. Donc moi je suis Julien, je m'occupe des aspects commerciaux et partenariats. Donc c'est la dernière section, peut-être la moins intéressante, mais c'est la partie pub, parler un petit peu d'Algocat. Donc nous on est une start-up, on est spécialisé dans l'édition de solutions logicielles. J'ai quelques slides, ça va pas être très long. Notre solution elle est orientée, comme vous l'aurez compris, sur la qualité des données et après sur comment j'utilise l'IA, que ce soit GPT ou une autre IA, pour valoriser cette donnée et faire ce que je veux en faire justement. Donc, la première partie, c'est être capable de vous proposer une solution qui audite la qualité de votre catalogue, la structure du catalogue, la qualité des données, d'être capable de monitorer cette qualité dans le temps, parce qu'un catalogue, c'est amené à vivre, les données sont amenées à vivre, les produits ont un cycle de vie, donc c'est comment je monitore ça de manière fine. Un point très important qu'a dit Arnaud aussi en finissant, c'est qu'il faut auditer régulièrement ou contrôler ce que GPT fait. C'est pareil sur la qualité de produit. Pourquoi il faut le faire sur GPT? Parce que c'est aléatoire. Il faut le faire sur votre qualité de données de la même manière. Peut-être que ça a bien fonctionné pendant 1 an sur telles informations, sur telles données, et à un moment donné, parce que vous allez avoir un nouveau fournisseur, une nouvelle gamme de produits, sur tel type de données, ça va mal se passer. Donc c'est très important de le faire dans le temps. Et enfin, tout ce qu'on va pouvoir automatiser grâce à l'IA. Donc nous, on est experts et on vient de ça. Notre ADN, c'est l'IA. Alors pas moi, mais plutôt les gens de technique comme Laurence et nos équipes. Donc c'est comment j'utilise les bons modèles, comment je vais aller tirer de la valeur à partir de l'IA. Donc quand on parle d'IA chez nous, ce ne sera pas que l'IA générative, mais voilà un peu les 3 grands axes. Donc auditer, monitorer et automatiser un maximum de traitement de la donnée grâce à l'IA. Si tu peux cliquer, voilà. Alors juste sur l'IA, on a beaucoup parlé de la dernière partie, c'est l'IA générative. Donc ça, vous l'aurez compris, on peut utiliser GPT, on peut en utiliser d'autres, et on a des experts là-dessus pour vous aider, vous accompagner ou l'intégrer dans des use case métiers. Nous, on vient de l'IA, ce qu'on appelle sémantique, c'est-à-dire comprendre les mots, comme GPT le fait d'ailleurs, comprendre que là, cette description produit ou ce titre produit, on parle de tel produit, on parle d'un réfrigérateur et on ne parle pas d'un congélateur. Comment je vais classer ce produit dans mon catalogue, comment je vais enrichir automatiquement les données dessus, c'est-à-dire comment je vais aller extraire des données dans le texte, dans la description. Computer Vision, la deuxième section, c'est de dire il y a le texte, et on l'a dit tout à l'heure, il peut y avoir des modèles multimodaux. Évidemment que les photos produits, c'est une source de données hyper importante et qu'on peut aussi, dont on peut tirer de la valeur. Tiens, j'ai une couleur de produit, je vais m'assurer que la couleur que j'ai dans mon attribut elle correspond bien à la couleur de ma photo, etc., etc. Donc nous, on maîtrise vraiment ces 3 types d'IA et on propose à la fois une solution sur étagère, donc c'est une solution ce qu'on appelle SaaS, avec un portail web, et qui peut évidemment, plutôt que de vous rajouter une nouvelle interface, renvoyer toute la donnée ou toutes ces indications sur la qualité de la donnée dans vos systèmes. Donc on va parler des PIM, Product Information Management, des MDM, vos CMS, vos Marketplace, vos ERP, tous les systèmes qui utilisent cette donnée, on va pouvoir leur renvoyer des indicateurs sur la qualité de la donnée et ou de la donnée qu'on a nous-mêmes corrigée, normalisée et enrichie. Voilà. Je ne sais pas si on est dans les temps, mais on n'avait pas d'autres slides à vous présenter. On est complètement dans les temps et on a le temps pour d'éventuelles questions.
J'arrive avec le micro pour que nos amis en ligne puissent vous entendre. Merci. Et je reviens sur l'exemple du réfrigérateur, forcément. Pourquoi, à la dernière étape, on repose la question et finalement en précisant les 3 sections que l'on attend, et on ne repart pas en fait de la dernière réponse de GPT en lui demandant de développer et de préciser en ajoutant telle section, dans la mesure où on est déjà satisfait de sa réponse? Alors c'est vrai on aurait pu faire en plusieurs appels, mais là on voulait à chaque fois avoir un prompt unique pour générer l'ensemble de la fiche produit. Mais ouais. Et du coup, enfin, vous le requêtez à chaque fois pour rester sur ce prompt unique plutôt que de repasser sur une étape, de l'interroger et de retraiter la réponse? Ouais, on voulait pas être en mode chat en fait, on voulait vraiment être en mode complétion en une fois pour imaginer qu'on fait un appel par produit. Voilà. Parce qu'après, il y a aussi un coût sur l'usage de GPT. Il y a peut-être des questions de ceux qui ont testé justement GPT aussi. Je sais pas si vous... Et il enjolive toujours, si on ne lui donne pas assez d'infos, il va enjoliver le produit en donnant de fausses informations. Donc ça peut paraître assez bizarre. Enfin, il ne faut pas donner ça à un stagiaire qui ne lit pas la description parce qu'on a un site internet qui ne ressemble plus à rien autrement. Donc il faut quand même bien réfléchir et bien poser la question. Ouais, c'est vraiment comme vous dites, en fait, c'est que si la question n'est pas assez précise, si on ne lui donne pas assez d'informations dans la question, il va puiser dans sa base de connaissances. Et le problème, c'est que, à part sur peut-être quelques produits hyper connus comme un iPhone ou les smartphones, des choses comme ça, sur les produits les moins connus, il va du coup inventer des choses, des caractéristiques qui viennent d'autres produits. Voilà. Et du coup, à un moment donné, vous avez parlé au tout départ de l'email client, et je trouve qu'il se débrouille mieux finalement dans l'email client. Parce qu'il y a moins, il y a juste l'info finalement du client, donc là, il se débrouille très très bien. En fait, ça revient à ce que disait Arnaud, c'est que dans l'email client, vous allez forcément dans le prompt lui donner tout ce que vous voulez qu'il raconte. Donc vous êtes sûr qu'il ne va pas halluciner, il va simplement s'en tenir à ce que vous lui avez demandé de raconter. Et après, il va enjoliver, il va broder. Alors, broder, c'est un mot un peu péjoratif, mais en fait, il va construire des phrases et embarquer ça dans une forme email, etc., mais en respectant le cahier des charges parce qu'il est précis et il est complet dans le prompt. Si vous lui envoyez simplement dans le prompt réponds à ce client, il va répondre aussi, mais là, il va halluciner complet. Et peut-être qu'il répondra par la positive ou par la négative. Voilà, il faut toujours lui préciser en fait ce qu'on a envie qu'il raconte, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que c'est utilisable si on a énormément de références dont on voudrait avoir la description? Est-ce qu'il y a la possibilité d'uploader toute une série de prompts ou il faut vraiment faire one by one? En fait, le principe, c'est d'avoir un prompt par type de produit. Donc on peut raisonner par catégorie. Si les catégories de votre catalogue sont assez fines, a priori, on peut avoir un prompt par catégorie. Enfin, je ne sais pas si c'était ça la question ou si c'était plus la question du volume par catégorie. Plus la question du volume, je crois. D'accord. Nous, on a énormément de références sur notre site. Et j'ai déjà testé de l'utiliser en mettant URL par URL, écris-moi la description de tel produit. Bon, en effet, il y avait ces questions d'hallucination, etc. Mais je pourrais envisager de décrire un petit peu plus précisément les prompts. Mais est-ce que je suis obligée de le faire par référence, quoi? Non. En fait, il faut le faire en mode API. Donc, là, ce que vous utilisez, c'est ChatGPT, c'est la partie visible, interface, on va dire, pour le rendre accessible à tout le monde. Mais derrière, en fait, il y a une API qui est utilisable, intégrable, et qui peut être appelée en lot sur des centaines ou des milliers de références. Ok, voilà. merci. Je crois que c'était une information rassurante. On peut encore... une question encore? Moi j'ai une question. Ah, oui. Si y a des personnes qui sont connectées et qui regardent l'atelier, oui. est-ce qu'ils ont eu la possibilité, eux, d'envoyer les questions? Ils ont eu la possibilité, ils l'ont encore. Si les gens, bien sûr, si vous voulez poser des questions. Moi, je leur écris en plus. C'est moi la voix, si jamais c'est moi qui écris. J'écris en plus, n'hésitez pas à poser des questions. Eh bien, écoutez,
J'ai l'impression qu'on est arrivé au terme. Si jamais vous avez envie d'échanger, bien sûr, avec nos intervenants, vous aurez le temps autour d'un café si vous n'en avez déjà pas trop pris. Je ne sais pas pour vous. Mais donc, merci beaucoup. C'était donc Arnaud, Julien et Laurence de AlgoCat pour e-commerce Connect. Merci. Merci.